Bachar el-Assad a menti, effectivement, menti peut-être par omission, mais samedi soir, son entourage a perdu contact avec lui aux alentours de 22h30, entourage professionnel. Ça correspondait au moment où Bachar el-Assad a pris un hélicoptère à l'aéroport de Damas pour aller sur la base russe de Rememim et ensuite partir vers la Russie. À partir de là, de 23h, minuit, si vous voulez, l'entourage professionnel a commencé de s'inquiéter, voyant qu'il n'y avait plus de réponse sur son portable. Et donc, ça a été le début du sauve-qui-peut, sauf qu'à 2h du matin, la frontière libanaise était fermée, et donc certains sont allés très très vite pour essayer de fuir au Liban. D'autres de la famille, notamment de Bachar el-Assad, ont appris son départ quelques heures après. Je pense que la seule personne peut-être qui a été mise dans la confidence, probablement, c'est Maher, son frère, contrairement à ce qu'on pouvait croire au début. Mais Bachar ne l'a pas pris avec lui. Il faut dire que les relations étaient tendues et donc Bachar ne l'a pas pris. Il est parti vraiment seul. Il est parti seul rejoindre sa femme Asma qui était à Moscou depuis déjà un mois parce qu'elle se fait soigner d'un cancer, d'un deuxième cancer. Et il y avait aussi également leurs enfants, notamment leur fils aîné Hafez, du nom du grand-père, qui avait soutenu un doctorat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que justement la fuite en solitaire de Bachar avait été négociée par lui-même et les Russes quelques jours auparavant lorsqu'il était allé à Moscou au moment de la chute d'Alep. Et c'est à ce moment-là que les Russes à la fois lui ont donné des garanties de sécurité pour son départ et lui ont dit aussi: c'est trop tard, on ne peut plus rien faire pour toi parce que nous avons l'Ukraine, parce que tu n'as pas voulu t'engager dans les négociations avec la Turquie et que par conséquent, aujourd'hui, on ne va pas... Alors qu'on critique Benyamin Netanyahou qui, à Gaza, bombarde les civils, nous n'allons pas nous joindre de nouveau à un combat contre des civils. Et donc, voilà, il faut... Mais quand vous dites négocier... Avec la Turquie ou aussi avec les islamistes, une partie des rebelles? Non, la Russie a donné des garanties à Bachar el-Assad qu'elle le récupérerait, mais Bachar el-Assad a demandé à ce moment-là une intervention plus importante de la Russie. Et vous avez bien vu, au début, Alep, ensuite Hama et Homs, la Russie est intervenue à minima, parce que pour les raisons que je viens de vous dire, c'était trop tard. Et donc Bachar el-Assad est rentré à Damas, c'était je crois jeudi, donc 3 jours avant, et effectivement là, au lieu de dire à son entourage, à la fois professionnel, son directeur de cabinet Mansour Azam et d'autres, sa conseillère de presse Bousseina Chaban, son frère, etc., en fait, il n'a rien dit. Et il a dit, quelques heures avant le samedi soir, moi j'appelais à Damas, on nous avait dit, il y aura une intervention du président à 20h, etc. Il avait dit à sa conseillère de presse, préparez un texte pour que je parle, et en fait, il n'a pas parlé. Donc, il a trompé tout le monde, et aujourd'hui, effectivement, d'après les personnes qu'on peut joindre dans son entourage familial ou essentiellement familial, ils sont assez remontés contre Bachar el-Assad parce qu'il les a abandonnés. Qu'il les a complètement abandonnés. Et je peux vous dire, j'ai été en contact avec certains ils ont été ils ont eu peur, quoi. Ils ont eu peur d'être arrêtés. Alors, un certain nombre d'entre eux ont fui rapidement. Il y a un personnage aussi qui est intéressant dans la galaxie Assad, c'est Rami Marlouf, son cousin germain, qui était la pompe à finances du régime. C'était l'homme le plus corrompu de la Syrie, que Bachar avait d'ailleurs assigné à résidence depuis quelques années. Lui, il a réussi à partir à Dubaï. 2 de ses frères, dans cette nuit de sauve-qui-peut, ont essayé de partir au Liban. L'un d'entre eux aurait été tué par des opposants qui, justement, contrôlaient la frontière. On raconte, l'information n'est pas confirmée, qu'il avait 8 millions de dollars sur lui et un autre frère aurait été blessé. 8 millions de dollars? Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Ces gens-là avaient beaucoup d'argent tout en cash. Il faut préparer l'avenir, etc. Donc, voilà. Et donc, ça a été effectivement un sauve-qui-peut généralisé.
On a vu aussi une image d'un personnage qui était essentiel dans le pouvoir de Bachar el-Assad. C'est un monsieur qui s'appelle Ali Mamlouk, qui était le chef des services de renseignement pendant des années, qui avait de très bonnes relations avec les services de renseignement français jusqu'en 2010, les services de renseignement américains aussi, arabes, etc. Et on a vu Ali Mamlouk, 85 ans aujourd'hui, qui avait réussi à partir de Damas un peu avant et se réfugier dans le pays alaouite, monter sur une barque pour aller se réfugier au Liban. Donc c'était vraiment un sauve-qui-peut, une fuite assez piteuse de la part de Bachar el-Assad, qui laisse derrière lui tout le monde. Vous parlez des millions de dollars du clan Assad. Justement, les rebelles découvrent chaque jour un peu plus l'ampleur de la fortune cachée du clan, les placements immobiliers, les maisons, les palais à Dubaï en Russie. On sait qu'il y a même des montages pour cacher certains comptes à l'étranger. Tout cet argent, c'était leur assurance vie ou aussi des opportunités pour le blanchiment d'argent? Non, je crois que c'était préparer l'avenir. On voit bien qu'aujourd'hui, parce qu'ils savaient aussi quand même que leur avenir pouvait être incertain. Et donc, on amassait de l'argent grâce, ces dernières années, au trafic de Captagone, cette drogue douce, qui avait permis à la Syrie, notamment sous l'égide de Maher al-Assad, de contourner, en tout cas pas de contourner, mais la Syrie étant soumise à des sanctions, notamment américaines, implacables, eh bien, le régime avait construit, avec l'aide du Hezbollah, plus d'une cinquantaine de laboratoires de production de Captagone qu'on découvre aujourd'hui, mais qui étaient déjà connus, et qui permettaient au régime d'écouler cette marchandise de manière très vicieuse en Jordanie, dans les pays du Golfe, etc., quitte à faire peser une menace sur la jeunesse. Et donc, c'était la rentrée d'argent du régime, de Maher al-Assad, de Bachar et les autres. Et donc, effectivement, via des hommes de paille, via des sociétés écrans en Russie, au Bélarus, à Dubaï, il y a une fortune qui est difficile à estimer parce que on parle d'1 à 2 milliards. Oui, on parle d'1 à 2 milliards, mais c'est pas forcément la fortune de Bachar, ça peut être celle de Bachar. Madame Asma, ces dernières années, s'était constituée une fortune importante, aux grandes dames d'ailleurs de Maher, avec laquelle les relations étaient tendues. Il y avait aussi Rami Marlouf, celui dont je vous parlais tout à l'heure, et il y avait un certain nombre de seigneurs de guerre. Et donc, globalement, oui, peut-être cette fortune est estimée à entre 1 et 2 milliards de dollars. Que nous réserve maintenant Abou Mohamed El-Joulani, le nouvel homme fort de Syrie, qui a opéré quand même une transformation au cours des années. Il a quitté, si j'ai envie de dire, l'habit, la figure du djihadiste. On regarde ces photos qui montrent bien l'évolution. Le djihadiste lié à Al-Qaïda, pour se présenter comme un islamiste modéré qui parle aux médias américains, aux médias britanniques. Et maintenant, on le voit avec cette tenue un peu kaki qui fait penser à Volodymyr Zelensky dans la peau de l'homme fort qui va sauver le peuple syrien. Est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Alors, je crois que c'est un petit peu tôt pour lui faire confiance, mais en tout cas, comme vous l'avez dit, il n'est plus un djihadiste partisan de mener le combat hors des frontières de la Syrie. Donc c'est plus la photo de gauche là. Il est, c'est la photo d'à côté, un islamiste radical, conservateur. Chez lui, à Idlib, les femmes portent le niqab, les églises existent, mais il n'y a pas de croix sur les églises. Et il est devenu aujourd'hui un chef de guerre, et il est devenu aujourd'hui l'homme fort de la Syrie. Et donc, effectivement, il garde sa barbe, mais ça n'est pas un démocrate encore. Ça n'est pas un démocrate. Et on en a eu une preuve cette semaine lorsque, c'était mercredi, je crois, très rapidement, eh bien, il a constitué le nouveau gouvernement syrien, qui est l'extension de son gouvernement qui gérait les affaires d'Idlib, c'est-à-dire uniquement avec des gens de son organisation, HTS, islamistes radicaux, qu'il a étendu à l'ensemble de la Syrie. Et donc là, il n'est pas un démocrate parce que l'opposition syrienne, certes, c'est lui, avec d'autres, il n'est pas le seul, qui a renversé Bachar al-Assad les armes à la main, mais il y a aussi des opposants qui étaient notamment nos soutiens, qu'on appelait de la coalition nationale syrienne, qui sont basés à Istanbul, même des frères musulmans qui sont basés à Istanbul, qui, eux, sont orphelins aujourd'hui. Et quand on les appelait jeudi, ils nous disaient « on n'a pas renversé un dictateur pour, certes, mi-laïque, mi-voleur, pour le remplacer par un autre autocrate ». Donc aujourd'hui, ils se sentent lésés, et donc c'est aussi ce que la communauté internationale dit à Joulani, dit voilà,
on a constaté que dans la rue, finalement, ça se passe bien. Je dirais qu'il a réussi son examen de passage avec la population. Vous avez vu, il n'y a pas eu à Alep, à Damas, il n'y a pas eu de persécution d'exactions, quelques pillages. Il a plutôt réussi son examen de passage face à la population. Les écoles ont rouvert aujourd'hui. Bon, voilà. Mais en revanche, on est loin de l'inclusivité que réclame justement la communauté internationale avant de lui faire confiance. Inclusivité, ça veut dire que toutes les composantes de l'opposition syrienne soient incluses dans un gouvernement, que les minorités soient respectées. Aujourd'hui, il n'y a pas de minorité dans son gouvernement, et que la question des armes chimiques soit aussi sévèrement contrôlée. Donc, le compte n'y est pas encore, mais... c'est intéressant aussi parce que il a eu des déclarations très surprenantes vis-à-vis d'Israël, puisqu'il a mis quand même 3 jours avant de dénoncer à la fois les bombardements israéliens qui, depuis une semaine, ont quasiment démilitarisé le nouvel État syrien. Israël qui occupe quand même aussi la bande tampon au sud de la Syrie, et donc il a eu des déclarations disant on ne veut pas de guerre face à Israël, etc. Donc un discours plutôt modéré. Les Américains ont reconnu qu'ils avaient ouvert des canaux directs de contact avec lui, ce qui n'est pas le cas de la France. On ne rouvrira pas notre ambassade prochainement. Donc voilà, il est en période probatoire. Son gouvernement est là jusqu'au 1er mars, mais en termes d'inclusivité et par rapport à l'ensemble de la mosaïque syrienne, on est encore très loin du compte, parce que Idlib, quand on connaît un petit peu la Syrie, c'est une région pauvre à l'est, qui donc était très très pauvre, et aujourd'hui la Syrie, ça n'est pas Idlib. Idlib, c'est une région conservatrice. Oui. Damas, c'est une ville où il y avait beaucoup de restaurants, de l'alcool, etc. La vie n'est pas la même à Damas qu'à Idlib. Eh bien justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la Syrie devienne, sous Al-Joulani, une république islamiste féroce ? Surtout quand on voit ce qui s'est passé en Afghanistan avec les talibans qui tenaient un discours très modéré à leur retour au pouvoir. On ne peut pas comparer Joulani aux talibans. Non, on ne peut pas comparer Joulani aux talibans. Et la Syrie n'est pas l'Afghanistan. La Syrie, même si elle a beaucoup souffert ces dernières années, il y a eu probablement un recroquevillement sur des valeurs religieuses. Mais la Syrie, les sunnites syriens ne sont pas tous des fanatiques. Donc c'est là le défi de Joulani, il va falloir recréer une administration. On n'est pas dans l'Irak post-chute de Saddam Hussein en 2003. Ils vont avoir probablement envie il n'y a pas eu de chasse aux sorcières, il n'y aura pas de débassification, mais il y a un nombre de défis considérables. Il faut reconstituer les forces de sécurité. On a l'impression qu'il a envie de garder l'ossature de l'administration parce qu'il en a besoin, parce qu'à lui seul, le seul HTC ne peut pas gouverner la Syrie. Dernière petite remarque sur cet aspect-là. On parlait tout à l'heure de l'argent de Bachar el-Assad. Oui. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'est-ce que, grâce à cet argent, ces milliards, est-ce que Assad, un petit peu sur le modèle de Saddam Hussein en 2003, pourrait, lui ou d'autres, financer un début de rébellion, d'insurrection contre les nouveaux maîtres de Syrie ? Vous voyez, comme ça s'est passé en 2003, l'État irakien s'est démembré, l'armée est partie, sunnite est partie avec ses armes dans les régions sunnites, et 6 mois après, il y avait une rébellion, une insurrection contre les nouveaux maîtres et contre les Américains. Mais là, il y a un tel rejet de Bachar el-Assad, du peuple syrien. Ça paraît difficile. Je ne pense pas qu'on soit dans ce même scénario. Hier, quand même, on a vu la première attaque perpétrée à la Taquier, donc dans le bastion, près du bastion des Assad, par des gens de son clan contre les nouveaux maîtres du HTS, qui a eu 4 morts. Mais je ne crois pas qu'on soit dans cette logique-là, mais ce sera à surveiller aussi parce que la Syrie, quand même, risque de rentrer dans une période d'instabilité, parce que Joulani, certes, est l'homme fort avec son groupe, mais il y a d'autres groupes armés dans le nord. Il y avait la fameuse armée nationale syrienne, derrière laquelle on trouve la Turquie. Il y a les Kurdes au nord, que les Turcs, qui sont quand même aujourd'hui, qui apparaissent comme la puissance qui aura la plus forte influence à Damas. Les Turcs veulent régler leur compte des Kurdes. Oui. Le sud, on voit qu'Israël
avance ses pions et voudra avoir son mot à dire. Donc la crainte, c'est qu'effectivement, on assiste, si la situation ne se stabilise pas rapidement, à une espèce de fragmentation encore plus grande de ce pays entre une région druze, une région kurde, une région pro-turque et avec un pouvoir à Damas peut-être relativement faible. Merci beaucoup, Georges Malbruno, grand reporter. Je rappelle votre dernier livre coécrit avec Christian Chesneau, MBS Confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient, aux éditions Michel Lafon.